Bonjour à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui autour de cette table ronde avec Quentin Hirsinger, consacrée au luxe en quête de matériaux. Alors, Quentin Hirsinger, vous avez eu une expérience dans le cabinet de Jean-Michel Wilmotte, où vous avez développé donc, la matériothèque déjà existante, mais vous l'avez vraiment amplifiée. En 2000, donc 25 ans cette année, en 2000, vous créez Matériaux. Et aujourd'hui, votre entreprise comptabilise près de 10 000 fiches extrêmement précises et denses de produits, avec 5 000 industriels référencés qui rassemblent environ 600 adhérents. Parce qu'il faut le préciser, donc Matériothèque fonctionne sur adhésion payante bien évidemment, à un prix relativement modique d'ailleurs, il faut le dire. Alors, avant d'aller plus avant sur votre modus operandi, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition d'un matériau rare? Et le rare est-il forcément précieux? Sachant que bien évidemment, rareté et luxe vont de pair, mais quelle définition en donneriez-vous, notamment donc, à la lumière de l'exposition magnifique qui a eu lieu ici même en septembre de Precious Matter, où vous présentiez un certain nombre de produits sur des stalls, un peu comme des œuvres d'art? Alors, si vous le permettez, je vais peut-être très rapidement rappeler ce qu'est Matériaux, parce qu'on est connu mondialement, mais je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ne savent pas encore ce qu'on est. Donc on est, comme vous le disiez, effectivement ce qu'on appelle généralement une matériothèque. Moi, je préfère utiliser le terme de cabinet de curiosité, c'est-à-dire que notre travail, ça va être d'identifier partout dans le monde tout ce qui est producteur de matières que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes. Le but étant de montrer à nos utilisateurs, nos membres, comme vous le disiez, un tas de matières avec lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer. L'exemple que je donne souvent, c'est que quelqu'un qui est par exemple dans le packaging, pour ne pas tout de suite parler du luxe, mais quelqu'un qui est dans le packaging va plutôt bien connaître tout ce qui est l'univers du papier-carton, mais on part du principe que ça pourrait être intéressant qu'il découvre d'autres matières qui n'appartiennent pas à son univers. Je ne sais pas, ça peut être un textile métallique de filtration qui sert à filtrer des gaz chauds, et que cette matière, tout à coup, le pousse à se dire « Ah tiens, ça serait vachement chouette que j'utilise ça pour mon domaine ». Donc vraiment, c'est pour ça que j'aime ce terme de cabinet de curiosité. L'idée, c'est vraiment que nos membres viennent au showroom pour découvrir ces milliers de matières singulières ou bizarres, et qu'ils rebondissent, ils s'inspirent, ils tripotent, et finalement, ils envisagent un petit peu une seconde vie pour ces matériaux. Alors, pardon de vous interrompre, Quentin. Justement, on va parler effectivement, on va aller plus avant sur votre modus operandi, notamment au sein de cette extraordinaire matériothèque que vous avez construite au fil des années, donc depuis 25 ans. 2025, c'est votre 25e anniversaire. Le quart de siècle. Le quart de siècle, effectivement. C'est à la fois effrayant et très enthousiasmant. Donc à Paris, vous avez une centaine de mètres carrés dans le 9e arrondissement, ouais. Et vous avez développé d'autres showrooms à l'étranger. Le dernier en date étant Hong Kong, que vous avez ouvert en décembre dernier, qui a eu un très fort succès visiblement, mais également vous êtes également présent à Genève, à Séoul et à Prague. Absolument. Parce que l'idée, à chaque fois, si vous voulez, c'est effectivement de favoriser la rencontre physique directe entre l'utilisateur potentiel et ses matières. Donc cette dimension physique est essentielle parce que on a certes une base de données où on va retrouver toutes les informations sur ces milliers de matières, mais la rencontre avec la matière est souvent source de projection en fait dans le projet sur lequel je travaille. Donc effectivement, on a au départ en 2000 créé cette structure à Paris et puis ensuite on l'a déclinée. C'est en fait à chaque fois un simple copier-coller pour permettre à nos membres qui étaient en Europe de l'Est, à Prague, à Séoul, on a ouvert, je crois, en 2016. Donc là, c'est toute cette zone-là. Ça permet à nos membres qui étaient dans ce coin-là de pouvoir profiter de cette dimension physique.
Genève, en fait, on aurait pu ouvrir plus tôt parce que ce qui était assez amusant, c'est que quand on a créé Matériaux en 2000, les 5 premiers membres de Matériaux étaient des horlogers suisses. C'était Rolex, Chopard, Tag Heuer, Ebel et un cinquième, je ne sais plus lequel. Mais parce que, et on va peut-être le voir après, c'est effectivement un secteur où ils sont très très gourmands d'innovation et de singularité matière. Mais donc Genève a ouvert en 2019. Et puis là, c'est tout récent, effectivement, ça a un mois. On a ouvert un superbe showroom à Hong Kong. C'est pour le coup en partie grâce à Maison et Objets, parce que c'est eux qui nous ont fait rencontrer la structure qui allait nous permettre d'ouvrir à Hong Kong. Et c'est autant d'entités en même temps qui permettent de nourrir la base de données, parce que c'est autant de scouts locaux qui vont pouvoir identifier des trucs intéressants à référencer. Alors justement, cette clientèle internationale, parce qu'ouvrir un showroom à l'étranger, c'est bien évidemment un investissement important pour une petite structure telle que la vôtre. Qu'est-ce que cette nouvelle clientèle et qu'est-ce que cette expérience, notamment la plus récente donc à Hong Kong, vous apporte en termes d'identification de cette nouvelle clientèle, de nouveaux besoins? Est-ce que vous identifiez des besoins très culturels, spécifiques, je dirais presque locaux, ou est-ce que finalement il y a une demande globale, internationale, qui tournerait autour des mêmes paramètres? Je vais être gêné pour vous répondre parce que, en fait, notre travail à nous va consister vraiment à collecter de l'information sur des matières singulières et en s'attachant avant tout à ce qu'on croise comme type de matière et donc à ne s'arrêter que sur des matériaux sur lesquels on a quelque chose de particulier à dire, mais on n'aura pas forcément de regard sur ensuite l'utilisation qui est faite. Ce qui fait que je ne peux pas commencer à faire une typologie des requêtes d'un utilisateur qui est à Hong Kong ou d'un utilisateur qui est à Paris, de même que je n'ai pas forcément un regard précis sur les besoins des gens qui sont dans le packaging ou les besoins des gens qui sont dans l'automobile, parce que justement, l'idée de Matériaux, c'est vraiment de donner les clés d'utilisation à nos membres. Une fois qu'une personne adhère, elle vient au showroom quand elle le veut, on lui propose un café et derrière, elle va déambuler dans tout ça sans forcément qu'on sache ce qu'elle cherche. De même, sur la base de données, on n'a pas des trackers pour savoir exactement quels sont les termes qui sont demandés, etc. Notre travail, il n'est pas là. Il est avant tout d'avoir la base de données et les showrooms les plus riches possibles en termes de matières curieuses et singulières, et qu'ensuite chacun, en totale indépendance, puisse piocher ces choses. Mais pour répondre quand même partiellement à votre question, moi c'est un peu de l'autre côté que je vois l'intérêt de ces ouvertures de showrooms dans ces autres pays. C'est que du côté de nos partenaires, c'est un autre regard sur la matière, c'est des discussions permanentes pour savoir est-ce qu'on intègre ça, est-ce qu'on n'intègre pas ça. C'est aussi un regard plus fin sur la production locale, et donc ça, pour le coup, en termes d'enrichissement des informations sur la base de données, c'est très très précieux. Mais après, c'est un peu une boîte noire pour nous, du côté de l'utilisateur. Alors justement, pour entrer un peu plus précisément dans votre modus operandi au sein de ce cabinet de curiosité absolument extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter à Paris, donc en termes de fonctionnement, de veille internationale, où commence et où s'arrête votre rôle auprès de vos adhérents, premier point, et sur quels critères intégrez-vous de nouveaux matériaux ? Puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, vous avez quelque chose comme 10 000 fiches produits, donc 10 000 matériaux disponibles. J'ai regardé ce matin, c'était 9 247 pour être précis. Mais ça n'arrête pas de changer. Et justement, c'est un de nos boulots quotidiens que d'une part, d'essayer de trouver de nouvelles matières à intégrer. Et ça, comment est-ce qu'on fait ? Tout bêtement, moi, je visite un tas de salons. Les salons les plus amusants au plus glauques, ça peut être aussi bien le salon sur la filtration, sur la dépollution des sols, le salon sur la gériatrie, le salon sur militaire et protection civile, où à chaque fois il va s'agir de faire toutes les allées parce que je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas ce sur quoi je vais m'arrêter. Donc je dois effectivement tout scanner. Et
ensuite essayer de révéler le composite très particulier qui au départ sert à tel ou tel type d'application technique dans l'industrie pétrolière et me dire « Ah tiens, potentiellement, ce truc-là, c'est super intéressant ». Donc ça, c'est l'enrichissement de la base. Il y a aussi un autre truc qui est tout bête, mais qui est phénoménal en termes de boulot nécessaire, c'est qu'il est évident que quand on crée une fiche sur une matière singulière en 2015, il faut qu'en 2025, on puisse voir si la boîte existe encore, si les informations embarquées dans la fiche sont encore correctes, etc. Donc il y a tout le travail de mise à jour de tout ça. Et ça, c'est vraiment le principal boulot de Matériaux. C'est en amont pour que la base de données et les showrooms soient les plus riches possibles. Ensuite, l'autre versant que je dois quand même signaler, parce que souvent on pense que Matériaux ont fait du conseil et de la prescription auprès de nos membres, c'est beaucoup moins la fonction de Matériaux. Parce que moi, humblement, je ne peux pas me présenter comme un expert des plastiques, des composites, des produits métalliques, des textiles, du bois, du verre, etc. Surtout si on sait que derrière, on va me poser une question pour l'architecture, pour le design automobile, pour le luxe ou pour la fabrication de nouvelles raquettes de sport. Je ne peux pas tout savoir là-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment beaucoup plus de donner les clés à nos membres en partant du principe qu'eux sont dans des projets spécifiques et donc eux auront un regard plus pertinent que nous sur les différentes matières qu'on veut simplement mettre en exergue. Donc notre travail, il est surtout en amont et pas tellement en aval dans une espèce de collaboration qui arrive de temps à autre. On peut nous missionner pour regarder de façon plus précise avec un de nos membres tel ou tel type d'aspect, mais de façon générale, c'est beaucoup plus en amont. On est là pour nourrir la bête et qu'ensuite nos membres piochent là-dedans des choses qui les intéressent. Donc en fait, vous êtes plus proche, je dirais, d'une sorte de vaste carnet d'inspiration que d'un cahier de tendance, puisque vous allez proposer un choix extrêmement large. Donc on vient de l'indiquer à l'instant, remis à jour très régulièrement via votre veille internationale. Quels sont justement sur les plus de 25, quasiment 25 ans d'existence, quelles sont les demandes spécifiques de vos adhérents luxe et leur évolution depuis 2000? Est-ce que vous avez une sorte un peu comme ça d'analyse qui permettrait d'identifier les points les plus importants entre quels que soient les domaines d'activité, d'ailleurs, parce que vous citiez l'horlogerie, mais vous intervenez, vos réalisations se sont retrouvées aussi bien dans le textile, dans les accessoires, donc les sacs, etc., dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans l'ameublement également. Oui, on va toucher tous ces secteurs et un tas d'autres. Mais comme je vous le disais, j'ai beaucoup de mal à voir d'abord le type de requête de nos membres et ensuite une évolution dans la mesure où effectivement, je suis parfois le premier surpris de voir telle matière utilisée dans tel cadre et à tel moment parce que je n'étais pas au courant de ça au départ. Si jamais je dois quand même, et parce qu'on faisait cet exercice aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu tous les trucs que j'avais pu prendre connaissance concernant l'univers du luxe. Le premier truc que je peux voir, mais qui n'est pas propre au luxe, mais qui est en même temps très très présent dans ce secteur-là, c'est bien sûr dans ces 25 ans une vraie évolution concernant le souci attaché à la matière, avec bien sûr la dimension environnementale qui devient très très prégnante. Mais c'était déjà le cas il y a 25 ans. La seule chose que je peux noter entre il y a 25 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a 25 ans, on avait déjà énormément de requêtes de la part de nos membres sur ces aspects-là, mais beaucoup plus dans une fonction, je dirais, de communication autour de l'aspect supposé écologique de tel ou tel type de matière. Et peu à peu, mais de façon très, 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 très lente, on commence un petit peu maintenant à se rendre compte que globalement, les ressources qu'on utilise sont des matières qui sont finies et qu'il faut
qu'on apprenne à prendre conscience de cette rareté potentielle qui se généralise. C'était un peu d'ailleurs le propos de l'expo dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était Precious Matter. L'idée, c'était, avec ce titre, Matières précieuses, pour le visiteur, qu'il s'attende à voir des matières précieuses telles qu'on l'entend généralement. Donc, c'est des métaux précieux, des pierres précieuses, des choses comme ça. Et de leur montrer justement que non, ce qu'on entend nous et ce qu'on estime être des matières précieuses nous concernant, c'est de s'attacher à identifier des matières et à mettre en exergue certaines de leurs qualités assez extraordinaires pour dire que non, ce morceau de liège est lui aussi précieux parce que ceci, parce que cela. Et même, on a même montré des morceaux de plastique qui est typiquement l'antithèse de ce qu'on perçoit au départ comme matière précieuse pour dire si c'est précieux pour tel ou tel type de raison. Et donc, il faut peu à peu qu'on apprenne à utiliser ces matières en prenant conscience de leur préciosité et donc de les utiliser à bon escient, avec, je vais dire, frugalité, se soucier de ce qu'elles deviennent derrière. Donc, peu à peu, on va vers cette prise de conscience que la matière, de façon générale, est précieuse et que donc, il faut s'attacher à l'utiliser à bon escient. Et donc ça, c'est l'évolution que je peux voir. On passe de la com vers quelque chose qui est un petit peu plus directement centré sur la matière. Une forme de mise en application. Et d'ailleurs, on peut observer que la mise en scène de cette exposition Precious Matter entre ici à Villepinte, Paris et à Hong Kong a évolué. Et vous avez justement à Hong Kong, vous avez organisé cela un peu comme une sorte de banquet qui était d'ailleurs extrêmement réussi, un peu comme si vous invitiez à la table de la nouvelle façon d'envisager le luxe. Eh bien, autour d'un nombre important de nouvelles matières qui étaient données qui ne sont évidemment pas consommables, mais qui étaient données à... Certaines l'étaient, c'est vrai. À être vues, à être testées, à être parfois sous-pesées, manipulées. Pourquoi cette évolution ? Alors, l'évolution, c'est simplement que on est parti au départ, alors je la remontre rapidement, ça c'était à Maisons et Objets Paris en septembre dernier. On est parti au départ sur l'idée de présentoirs, un petit peu comme des podiums pour mettre en lumière et mettre justement sur un piédestal ces différentes matières. Et sans raison réelle, si ce n'est une idée lancée, et tiens, ça peut être bien de faire ça comme ça. Ensuite, ça a été transformé en quelque chose qui était plus une sorte de banquet champêtre. Mais c'est simplement parce qu'on souhaitait, au sein de cette seconde expo organisée par Maisons et Objets, elle aussi, amener un petit peu le côté savoir-vivre à la française. Et donc, c'était un peu un banquet au pied d'un château avec des vrais couverts, pas en argent mais en acier, enfin quelque chose qui tournait aussi autour de la nourriture parce que le côté français, à nouveau, on appuyait un petit peu là-dessus. Et dans les assiettes, c'était effectivement des matières avec un superbe menu réalisé à côté pour présenter toujours ça dans cette voie-là. Il n'y avait pas plus de raison que ça. Ce qu'on voulait avant tout, c'était montrer ces 30 matières un petit peu extraordinaires et mettre en exergue tout le propos qui était sous-tendu par ça, qui était de se dire, bah ouais, effectivement, aujourd'hui, il serait bon qu'on commence vraiment à se soucier de ces matériaux qu'on consomme à outrance et sans avoir conscience du fait que c'est vraiment ça qui nous nourrit pour le coup. Et que si demain il n'y a plus de nourriture, on ne durera pas très longtemps.
Alors, je crois que vous avez préparé une slide justement sur ces matériaux étranges, de couleurs et de formes différentes, avec pour certaines des applications concrètes. Je pense notamment au matériau qui a été réalisé qui a été mis au point par Steven Leprisé chez Arca, utilisé pour le sac Kelly réalisé par Hermès, notamment. Mais on peut citer d'autres exemples, notamment de l'horlogerie. Sachant qu'on allait parler matière et luxe, j'ai essayé d'identifier dans la base de données toute une série d'exemples de matières qui intéressaient très directement l'univers du luxe. Et d'abord, si on parle luxe et différents projets, ils vont être très attachés, en fait, avant tout, à travailler des matières nobles, des pierres précieuses, des métaux précieux, etc. Et donc, sur cette partie-là, on ne va pas forcément apporter grand-chose parce qu'on est déjà face à des experts de ce domaine-là. Donc, éventuellement, on va pouvoir faire émerger... Là, je m'étais arrêté sur un traitement de surface de... c'est en fait une dorure à l'or blanc, mais faite sur des technologies qui sont beaucoup moins polluantes que les technologies classiques. Donc on va éventuellement faire émerger comme ça auprès de ses membres certains trucs qui les concernent directement et à côté desquels ils étaient passés. Je suis venu parce que je dois systématiquement venir avec des échantillons. Je vous présente le métal le plus rare sur Terre. Attention, il reste avec moi. J'ai signé 18 papiers pour pouvoir le montrer. Il y a le service de sécurité qui est derrière le tableau noir là. C'est aussi un des métaux les plus denses sur Terre. Et cette matière-là n'était pas du tout utilisée dans le luxe. Osmium, c'est de l'osmium. Et c'est une matière qui n'était pas du tout utilisée dans le luxe, tout bêtement parce qu'en même temps, c'était très très nocif. C'était un matériau, un métal un petit peu instable et qui avait tendance vraiment à polluer tout. Et là, c'est une société allemande qui maintenant réussit à le cristalliser. Sous cette forme cristallisée, il est totalement stable. Il a en plus un aspect brillant très très attractif pour l'univers du luxe. Et donc ce truc-là qui existe depuis toujours, l'osmium, peut être maintenant employé là-dedans. Je viens à votre exemple. Il y a aussi un tas d'évolutions dans tout ce qui est recyclage du métal et qui intéresse énormément l'univers du luxe. Celui-ci, que je n'ai pas en échantillon, mais je voulais vous en parler parce qu'on est complètement dans l'univers du luxe, c'est un diamant. Mais c'est un diamant qui est fabriqué à partir des cendres d'un proche. Le principe, c'est qu'on va récupérer les cendres d'une personne incinérée et avec le carbone de ces cendres, on va fabriquer un diamant synthétique et donc je peux porter ensuite mon mari en bague. Donc vous voyez, dans l'univers classique du luxe, on va pouvoir les alimenter, mais un petit peu à la marge. Là où matériau devient un vrai terrain de jeu pour le secteur du luxe, c'est dans toutes les recherches qu'ils peuvent avoir sur des matières exceptionnelles et qui ne viennent pas forcément de leur domaine. Il y a ce qu'on appelait à l'époque du liquid metal, qui est un métal technique développé au départ pour des applications de réacteurs aéronautiques, des trucs très très pointus et très contraignants, mais qui a des qualités très intéressantes pour l'univers du luxe, et donc ils s'en sont emparés. Il y avait une espèce de course il y a quelques années, à nouveau des horlogers pour être les premiers à faire un cadran en telle matière ou en telle matière. Donc, je crois que les premiers à avoir fait un cadran en céramique technique, c'est Cartier. Mais il y a de vrais enjeux de leur côté dans tout ça, dans cet exercice de s'approprier une matière qui ne vient pas au départ de leur domaine et d'essayer de la sublimer et d'en faire quelque chose qui appartient complètement à leur univers. Et c'était pour en venir à ce que... alors, je vais quand même vous parler du Vantablack, parce que le Vantablack, c'est quand même vachement bien. Le Vantablack, c'est un pigment, c'est le pigment le plus noir sur Terre. Il n'y a pas plus noir que ce traitement de surface. Ça absorbe 99,96% des rayons incidents. Et on peut citer quelques marques, justement, qui ont adopté ces matériaux? Alors, il y a plusieurs de nos membres qui l'ont utilisé dans le secteur de l'horlogerie et du luxe. Il y a une boîte qui s'appelle Moser. Il y a BMW
un tout autre domaine qu'il a utilisé pour faire des calandres. Il y a Huawei qu'il a utilisé, non, Hyundai qu'il a utilisé pour un bâtiment, enfin, dans une version un petit peu modifiée. Ils l'ont utilisé pour un bâtiment. Mais là, je vous montrais l'exemple de la montre parce que c'est un exemple tout à fait pertinent concernant le choix de cette matière. Quand j'ai contacté la boîte qui fait ce Vantablack, ils me disaient mais attendez, notre truc, c'est que pour le militaire et les satellites. C'est des applications très, très techniques. Je ne vois pas ce que vous voulez en faire. Et donc, si je ne vois pas, je ne vais pas vous envoyer d'échantillons parce que... Et tout notre propos là-dessus, c'est de leur dire, vous ne voyez pas, et d'ailleurs nous non plus, on pense simplement que potentiellement ça peut être intéressant, que certains de nos membres aient connaissance de ça, et derrière, ils vous contactent et vous voyez ensemble si ça matche ou si ça ne matche pas. Et il y a 2 membres de matériaux des horlogers suisses qui ont fait des cadrans de montre avec ce Vantablack en arrière et 2 aiguilles simplement dessus sans inscription. Et c'est très troublant quand vous regardez cette montre, même en plein soleil, c'est que vous n'avez aucun phénomène d'ombre derrière les aiguilles parce que ce traitement de surface absorbe tout. Et donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir un trou noir. Donc, c'est une utilisation très, très forte de cette capacité-là. Et j'en arrive à l'exemple dont vous me parliez et qui est un de mes petits chouchous parce que c'est un ébéniste français qui est issu de Boulle et qui fait un travail magnifique. C'est un artisan qui, en même temps, développe et marie un tas de matières, très gourmand de la matière pour le coup. On se parle très bien ensemble parce qu'on a ce même type d'amour de la matière et de ce qu'on peut faire avec. On va le citer, c'est Steven Leprisé qui a été pris pour l'intelligence de la main 2017. Talent d'exception de la Fondation Bettencourt-Schuller. Oui, et donc il y a une société qui s'appelle Arca et qui développe toute une série d'innovations au départ dans le domaine du bois, mais du bois qui peut ensuite être décliné sur différents types de trucs. Et là, il s'était amusé au showroom avec des plaques de métal déployées et du plaquage, et en tripotant, en torturant, je dirais presque, la matière, il s'est rendu compte qu'il pouvait commencer à avoir un aspect esthétique bien particulier. C'est que vous avez le métal déployé qui, une fois qu'on ponce un petit peu le plaquage, va réapparaître comme ça en petites larmes. Et à partir de là, il a fait beaucoup de mobilier et il a fait aussi certains éléments comme ce bagage Hermès, où c'est ce même principe de mariage, mais vraiment de mariage intime entre du métal déployé et un plaquage bois. En l'occurrence, ça devait être du Wenge, je crois. Donc voilà, c'est à nouveau des rencontres, mais des rencontres, là pour le coup, c'est un petit peu à tous les niveaux. C'est une rencontre entre Steven et toutes ces matières qui n'appartiennent pas à son vocabulaire de base. Et ensuite, c'est des rencontres avec les membres de matériaux qui s'arrêtent sur ça et qui vont, dans leur discussion avec Steven, faire évoluer aussi la chose. Parce que lui propose au départ la technique et suivant le type de chantier qu'il va traiter, il va partir dans tel ou tel type d'amélioration de son principe. Parce qu'il faut le mentionner également, Quentin, vous êtes totalement indépendant, c'est-à-dire que vous fournissez donc aux adhérents une base de données sur une fiche technique précise de la matière en question, du matériau et de l'industriel qui la développe, parce que tout matériau que vous choisissez doit être possiblement développable par un industriel de façon à ce que la maison de luxe puisse y accéder et l'utiliser. Et donc votre rôle s'arrête là. Vous n'avez pas spécifiquement de lien particulier avec disons, le déroulé des conversations et les résultats finaux. Non, parce qu'effectivement, on n'est absolument pas là pour vendre ces matériaux. On n'est même pas là pour faire la pub de ces matériaux. On est là pour dire à nos membres, ce truc-là, ça existe. Ce qui parfois crée certaines tensions avec les industriels qu'on référence, parce que je peux tout à fait être amené à, dans ma description, ne pas forcément énormément valoriser la matière. Je vais essayer de me tenir à des éléments factuels et derrière, personnellement, je n'ai aucun intérêt dans la mise en relation de cet industriel que j'ai découvert et que pour le coup j'ai souvent harcelé pendant des années pour obtenir simplement un petit bout de timbre-poste de sa matière. Et le membre, il est très clair, et Matériaux l'affiche depuis le départ, que nous,
on est financé par les utilisateurs, on a de compte à rendre qu'à nos utilisateurs, et derrière, ce qu'il se passe, et c'est aussi pour ça que je vous disais que c'est aveugle pour nous, c'est que, à part flatter mon ego, parce que je me dis, ah bah tiens, j'ai servi à ça, à ça, à ça, derrière, je ne vais pas aller faire toc-toc auprès de la boîte qui a décroché tel ou tel type de contrat en disant, ah bah faut passer à la caisse maintenant. Ce n'est pas du tout notre mode de fonctionnement. Alors justement, vous venez de citer un certain nombre de matériaux. Là, on voit à l'écran un vêtement, si vous voulez nous en dire deux mots. Et ensuite, peut-être aller vers des matières totalement improbables. Je pense notamment au sac de la maison Copernic. Si vous voulez développer autour de ça. Alors là, c'était toujours dans la série d'exemples que j'ai essayé de faire émerger suite à ce talk d'aujourd'hui. C'est tout bêtement que l'année dernière, on venait de recevoir le matin même une boîte échantillon d'une société italienne qui fait du plaquage nacre super, super, super fin. Tellement fin qu'il a une certaine souplesse, il peut être monté sur différents types de supports textiles ou polymères. Et donc, vous avez cette nacre qui garde vraiment les mouvements de la nacre naturelle, avec en même temps toute une série de teintes, et une vraie fluidité. Et il se trouve que ce matin-là, alors je peux les citer, c'est l'OEV. J'ai appris d'ailleurs comment il fallait qu'on prononce ce mot, parce qu'au départ je dis love ou un truc comme ça. Donc c'est l'OEV. Et là, je voulais le mettre en exergue. C'est une maison espagnole. Oui, non, mais j'avais le même problème avec Puig, qui n'est pas Puig, mais qui est Puig. J'ai toujours été très mauvais en langue. Mais là, j'ai été sidéré de la rapidité d'exécution parce qu'eux étaient venus ce matin-là pour qu'on leur propose un café et qu'ils aillent regarder un tas de trucs. Et comme on était super excités en train d'ouvrir notre boîte, bah, ils ont regardé en même temps ça et ils ont réussi à faire toute une collection autour de cette matière-là. Et je crois, je regarde ma camarade Pauline pour ne pas dire de bêtises, 8-10 mois après, quoi, pas plus. Enfin, c'est une espèce de rapidité d'exécution. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en exergue. L'autre truc qui m'amusait, c'est qu'on parle matières précieuses, matières rares, etc. Là, on a un matériau qui est en fait un déchet ultime de l'industrie, c'est toute la fibre d'amiante dont on essaie de se débarrasser. Et la façon efficace de s'en débarrasser, c'est de la vitrifier, c'est-à-dire qu'on va la chauffer à très haute température pour en faire un espèce de verre d'amiante. Et ça sert ensuite, dans la construction des routes, à faire des remblais. Enfin, c'est vraiment pas la matière telle qu'on l'envisage dans l'univers du luxe. Et c'est cette fois-ci Boucheron qui, depuis 3-4 ans, s'intéressait énormément à cette matière cophalite. Il y a 1 ou 2 industriels dans le monde simplement qui, à la torche plasma, vont traiter ces déchets ultimes et dangereux pour les vitrifier. Et ils en ont fait des bijoux directement, en broche, en pendentif, en bague. Et vous avez cet amiante vitrifié qui est sublimé dans cette broche. Et j'en viens à cet exemple dont vous parliez, parce que, comme je vous ai dit, l'industrie du luxe est très très gourmande de ces matières assez extraordinaires, jusqu'à l'absurde, parce que là, c'est le développement d'un petit sac. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de la boîte? C'est Copernic. Je ne les connais pas au départ. Donc c'est un petit sac dans la forme emblématique des sacs de Copernic, mais c'est fabriqué avec la matière la moins à même de remplir une fonction d'éléments pour faire un sac. Parce que l'aérogel est une matière effectivement extraordinaire. C'est la matière la plus légère créée par l'homme. C'est à 98% du vide et 2% de silice. C'est une matière qui a des capacités phénoménales d'un point de vue technique parce qu'elle est très résistante, rapportée à sa masse, et surtout, c'est le meilleur isolant sur Terre. Mais pour faire un sac, c'est une aberration. C'est-à-dire que par définition est un contenant, un sac. Or là,
Alors, c'est un contenant qui doit normalement vivre une vie un petit peu brutale. Et là, pour la photo, il a pris le sac et il a dû le tenir de façon très très délicate parce que ça marque tout de suite. Et vous le posez ensuite sur un meuble, il va soit se briser si je le pose, je vous le fais en direct, si je le pose comme ça, il se brise. Et si je le pose comme ça, il va marquer, il va devenir un petit peu opaque. Donc, c'est vraiment pas la matière la plus judicieuse pour ce type de truc. Mais derrière, le but de Copernic, c'est avant tout de communiquer. Et ça a super bien marché, parce que vous n'imaginez pas le nombre de membres qui, globalement, sont dans le secteur du luxe, qui, derrière, venaient en nous disant « Mais c'est quoi cette matière qu'ils ont utilisée et est-ce que vous en avez et est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça ?» Et donc, oui, c'est dans la base de données et depuis maintenant très longtemps, mais ce n'est pas non plus l'utilisation la plus judicieuse. Ils ont réitéré la chose parce que ça a très très bien marché d'un point de vue marketing et communication. L'année d'après, ils ont à nouveau choisi une technologie qui très franchement n'a aucun intérêt pour la fabrication du sac en silicone qu'ils ont réalisé. Mais en même temps, la photo était super, super glamour. Je vais imprimer en 3D, en lévitation, dans un espèce de fluide un petit peu gel, mon sac. Et donc je le sors derrière et il est produit, mais il y a 30 000 autres solutions, beaucoup moins onéreuses, moins complexes, pour faire exactement ce sac-là. Plus pertinente en termes de matériaux. Plus pertinente, mais nettement moins efficace d'un point de vue communication. Parce qu'à nouveau, on a vu ça partout, et à nouveau, on a reçu de notre côté des questions de membres qui voulaient savoir exactement quelle était la société qui pouvait produire comme ça, en lévitation, différents types d'objets. Parce que, alors justement, rappelons-le, l'ensemble de votre matériothèque, elle est, alors pas forcément en open source parce qu'il faut effectivement adhérer pour un prix modique, je le rappelle. Merci. à matériaux. Mais ensuite, il n'y a absolument aucune exclusivité sur les matériaux. Qui s'y intéresse, l'explore, l'exploite. Voilà, absolument. Nous, on a vraiment une fonction purement déclarative. C'est de dire à nos membres, you, regardez ce truc-là, ça existe, c'est super marrant parce que quand j'appuie dessus, ça fait poète-poète, ou ceci ou cela. On va raconter les choses telles qu'on les a comprises sur la matière. Là aussi, avec un vrai effort de notre côté de nettoyage pour enlever, je dirais, excusez, passez-moi le terme, le bullshit commercial de l'industriel qui dit c'est du cuir vegan, c'est super écolo, etc. Et nous, on va dire que c'est un textile enduit de polyuréthane avec 20% de déchets de pommes. On ne va pas dire c'est écolo ou c'est pas écolo. On va expliquer ce que c'est à chacun derrière d'utiliser la matière comme bon lui semble et avec le discours qu'il souhaite donner. Nous, on est vraiment là pour simplement signaler l'existence de ce type de matière en supputant que notre membre ne la connaît pas forcément au départ parce que ça ne vient pas de son univers. Et puis derrière, il se passe ou il ne se passe pas de choses, effectivement. Alors, avant de passer aux questions-réponses, selon vous, quels sont les matériaux qui vont émerger à moyen terme, dans les quelques années à venir ? J'ai beaucoup de mal à répondre là aussi à ces questions parce que, vous le disiez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, autant on s'inscrit complètement dans l'idée d'inspiration de nos utilisateurs, mais pas du tout dans des questions de tendance, d'analyse du marché, etc. Ce n'est pas du tout notre registre. Parce que moi, quand je référence des choses, je ne peux pas commencer à me dire tiens, ça c'est le truc qui plaît ou qui va plaire, je dois le mettre. Non, je peux intégrer dans la base de données un truc que je trouve moche, un truc, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais il se trouve que j'ai quelque chose de spécifique à raconter dessus. Maintenant, ce que je peux voir de façon assez évidente, et c'est peut-être un petit peu tarte à la crème, mais c'est une réalité nous concernant, une réalité qui vraiment risque de changer la donne, c'est qu'on voit maintenant, depuis une petite dizaine d'années, de plus en plus d'élaboration de matériaux réellement innovants en s'appuyant sur un travail sur les bases de données, donc ce qu'on va appeler globalement l'intelligence artificielle, où vous avez
des milliers d'informations sur des milliers, par exemple, d'alliages métalliques qui ont tous des caractéristiques particulières. Et cette gestion de big data sur ces informations très techniques concernant ces différents alliages va permettre à cette intelligence artificielle de sortir les 2 ou 3 pistes super intéressantes pour développer un nouvel alliage qui aurait des qualités phénoménales. Et donc, plutôt que d'avancer, je dirais un peu par sérendipité, lorsque toutes les avancées qui sont faites dans l'innovation des matériaux, ça a été un petit peu souvent le fruit du hasard. Ah, j'ai mis un petit peu de carbone dans mon fer, ah ben ça me fait de l'acier, et ben c'est super intéressant parce que ceci, parce que cela. Là, tout à coup, on a une accélération en termes de capacité d'innovation dans les matériaux qui risque, dans les 10 années à venir, de vraiment changer la donne sur des éléments qui sont très, très importants pour nous. Si vous avez la capacité demain, et on quitte un peu le domaine du luxe, d'avoir une automobile dont la batterie est grande comme ça, peut être rechargée en 3 minutes plutôt que 5 heures, ben, c'est réellement tout le tissu industriel du secteur automobile qui est modifié. Et ça, ces outils-là, cette gestion des bases de données, pourrait donner la capacité à avancer très très vite dans le domaine de l'innovation. Très bien. Merci Quentin Hirsinger. Alors, merci à vous. Je voulais présenter la revue de savoir-faire. La revue de savoir-faire, c'est une revue qui me tient à cœur puisque c'est la revue que j'ai, avec mon équipe, entièrement conçue et réalisée pour le compte du Mobilier National à la demande du ministère de la Culture. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Donc, c'est une revue annuelle internationale entièrement en anglais qui est parue il y a une 8aine de jours. J'en parle parce que, précisément, on a consacré un sujet à Quentin Hirsinger et à matériaux dans cette nouvelle revue. Et vous passez en revue, en fait, quasiment tout ce qu'on vient de se dire et bien plus encore. Voilà. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Alors, à Paris, vous pouvez l'acheter en kiosque. La semaine prochaine, cette fin de semaine, en librairie premium et librairie de musée. Et à l'étranger, également en librairie premium et en librairie de musée. Allez, des questions? Des questions? Allez. Une question. Ah, il y a une question en fond, j'ai vu. Le micro arrive vers vous. Est-ce que vous voyez apparaître de plus en plus de matériaux réellement écologiques ou est-ce qu'il y a une recherche qui se fait de plus en plus en termes de matériaux? Je suis très content que vous me posiez la question. Pour moi, un matériau écologique, ne serait-ce que le terme, ça n'existe pas. Il y a une antinomie dans cette idée de c'est écologique et c'est un matériau. Il y a un tas de matières et ensuite il y a un tas d'utilisations judicieuses de ces matières. Mais les matières ne sont pas écologiques. Les matières, elles sont. Un plastique, c'est un plastique. Ensuite, il y a des façons aberrantes d'utiliser le plastique et c'est globalement à 99% ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des utilisations qui sont pertinentes dans l'emploi des matières. Donc, de notre côté, et pour le coup, ça fait 25 ans qu'on tient ce discours, on se bat contre l'idée de vouloir mettre des notes ex nihilo aux matériaux, un petit peu quand vous achetez une pizza et qu'en Nutri-Score, elle est A, B, C, D, E. Et ça serait très pratique, très honnêtement, lorsqu'on travaille sur des projets, de travailler comme ça en se disant l'aluminium c'est D, et puis le bois c'est A parce que ça vient de la nature donc c'est forcément gentil, et puis il y a le grand Voldemort là-haut, c'est le plastique, où lui c'est à bannir. C'est plus complexe que ça, et donc à mon sens on commencera à faire un grand pas vers une meilleure utilisation des matériaux lorsque justement on évacuera ce type d'étiquette qu'on met aux matériaux en se disant ça c'est un matériau écolo et ça ne l'est pas. Donc pour moi le problème il se situe pas là, il se situe beaucoup plus dans la façon qu'a la société de fonctionner et notamment la surproduction et la surconsommation, parce que demain vous continuez la fast fashion
avec cette fois-ci que des fibres naturelles, vous ne réglez en rien le problème. Le problème, ce n'est pas un problème cosmétique de choix des matériaux, c'est beaucoup plus un problème systémique de fonctionnement de la société. Est-ce que ça répond un peu à votre question ou vous êtes déçu parce que vous auriez adoré que je vous dise « oui, je l'ai là, attendez, bougez pas, ça y est, voilà le matériau écolo ». Non, ça, alors, ce qu'on peut non. citer, Quentin, on en a discuté tous les deux, ce sont les fameux cuirs végétaux. Bah, j'avais, parce que c'est un peu ma marotte, j'avais un tas d'exemples toujours dans le luxe. Mais là, effectivement, on est, il me semble, dans un espèce de glissement dangereux parce que vous avez, et notamment, et c'est pour ça que j'en parlais là, c'est que c'est très très présent dans le luxe, tout un discours autour de la matière où globalement, vous allez avoir, en l'occurrence, une créatrice qui va vous expliquer que ce qui est appelé d'un point de vue marketing le cuir vegan, c'est super écolo et c'est vachement bien. Tout ça pour vendre derrière son sac à 2000 € avec un ersatz de cuir qui ne tiendra pas réellement parce qu'on n'arrive pas à avoir les capacités du cuir. Et ce que je voudrais, moi, c'est simplement derrière qu'on s'interroge sur le discours tenu sur les matériaux et sur les motivations de chacun derrière. Il y a eu cette espèce de vague du cuir vegan, mais cuir vegan est un oxymore. C'est que si c'est du cuir, c'est de la peau d'animal. Si c'est vegan, ça n'a pas touché l'animal. Donc cuir vegan, c'est simplement un cache-sexe pour parler d'une alternative au cuir, d'un simili-cuir. Sauf que le terme de simili-cuir est péjoratif. Donc ça, c'est le premier exercice que je voudrais qu'on fasse tous. C'est simplement s'interroger sur les informations qu'on reçoit, pas forcément pour les repousser, mais pour se demander si... Pour les explorer, les analyser, absolument. On se demande si on est d'accord ou pas. Et ensuite, sur la nocivité du cuir versus la nocivité d'un simili-cuir, se dire, bah ouais, c'est complexe, effectivement. Alors le cuir, il y a ça et ça qui ne vont pas. Un Sky, il y a ça et ça qui ne vont pas. En termes de durée de vie du et produit donc, aussi. Derrière, si c'est pour faire des chaussures et que je ne suis pas végane, bah, le cuir, ça reste la matière la plus écolo, parce que je rappelle en même temps que c'est un déchet de l'agroalimentaire, tant qu'il y a des viandards. Et si c'est pour faire un petit accessoire de luxe, qui ne va pas nécessiter de fortes contraintes en termes de tenue dans le temps ou en termes de contraintes mécaniques, c'est vraisemblablement un simili-cuir qui sera mieux. Mais à nouveau, on voit que les choses sont complexes. Et c'est pas ça c'est bien et ça c'est mal, c'est non. Donc, je travaille aller sur un au-delà projet, des appellations et s'interroger, continuer à s'interroger en tant que humblement consommateur. se poser à Voilà. chaque fois la question de la pertinence de l'emploi de tel ou tel type de truc. Très bien. Alors je reviens à mon expo Precious Matter, c'était tout le propos, c'est de se dire, bah tout voilà, le propos, c'était une c'était merveilleuse essayer exposition. de comprendre les matériaux et ensuite de s'interroger sur l'utilisation qu'on en fait. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Merci Et merci à vous. tous. J'adore, il y a plein de monde. Merci.